Allons-y. C'est parti. Bienvenue à cette présentation sur l'introduction à Airwave. Donc, je vais passer en revue une petite présentation qui va, dans le fond, passer en revue chacune des fonctionnalités. Et par la suite, on va faire une démonstration pour montrer le fonctionnement avec les différentes interfaces et voir des cas de figure pour utiliser Airwave avec le troubleshooting. Donc, Donc, Airwave est une plateforme qui permet de gérer le Wireless LAN Aruba, bien entendu. Gère aussi le filaire Aruba, c'est-à-dire les Mobility Access Switch ainsi que les switches HP, donc dans la série Aruba ou même encore du côté Comware. Et permet aussi de gérer d'autres architectures sans fil, donc permet entre autres de faciliter la migration lorsqu'on a une infrastructure Cisco, Motorola, Meru, est aussi supportée du côté des infrastructures Wireless LAN, ainsi que aussi le MSM de HP, donc l'ancien sans fil de HP. Gère aussi les équipements filaires. Donc, les commutateurs, on va voir qu'on est capable justement de faire des gestions partielles de configuration ainsi que les gestions de configuration totale de la switch avec le support du Zero Touch Provisioning qui se trouve être la méthode pour simplifier le déploiement des commutateurs filaires. Avec justement les dispositifs usagés pour faciliter les rapports, l'application justement des politiques de sécurité, la classification, être capable justement de faire la détection de rogue, autant des rogue clients ou des rogue access points et de vérifier justement la conformité de l'environnement. Au niveau architecture, il faut comprendre qu'il y a deux types d'infrastructures sans fil, deux types de dispositifs. On a les dispositifs avec contrôleurs de mobilité, par exemple. Les contrôleurs de mobilité vont utiliser le protocole SNMP pour être capable d'effectuer justement la surveillance. Du côté des contrôleurs de mobilité Aruba, c'est là où on utilise le protocole AMON, qui est beaucoup plus rapide que le polling SNMP et qui permet justement de transporter l'information complète du statut des dispositifs des clients. Bien entendu, on fait de la surveillance avec le ping pour savoir si le dispositif est vivant. Puis, on va chercher justement les configurations via SSH pour être capable de faire la gestion des configurations. Donc, c'est l'ensemble, dans le fond, des protocoles qui sont utilisés pour un contrôleur de mobilité. Pour un contrôleur virtuel, donc la technologie Aruba Instant, on va utiliser, dans le fond, le protocole HTTPS pour être capable de sécuriser l'envoi de l'information. Et c'est le contrôleur virtuel qui initie l'échange. Donc, la flèche ici est importante, c'est-à-dire que ça permet, dans le fond, de traverser NAT. Donc, lorsqu'on a, mettons, une console de gestion Airwave qui va faire, dans le fond, la surveillance de différents réseaux, de différentes branches, ces branches-là pourraient être disponibles ou uniquement visibles via l'accès Internet. C'est bon jusque-là? Dans les types d'architecture, on a dans le fond l'architecture traditionnelle, comme ce que vous avez justement au web. Dans le fond, ça se trouve être une architecture où on a un serveur unique Airwave qui permet de supporter juste la capture. Le chiffre est en cours de révision. Je demanderais peut-être s'il y en a sur la ligne qui ne sont pas sur mute, il va bien se placer sur mute et juste unmuter uniquement si... OK, je pense que je viens de le faire. Et voilà. C'est ça. Unmutez-vous seulement si vous avez des choses, des questions à poser. Ça va éviter le feedback au niveau du son. Merci beaucoup. Donc, architecture typique. Ce chiffre-là est en cours de révision. Ça dépend vraiment là, de la capacité des serveurs. Et comme la capacité des serveurs augmente continuellement, il est possible là, que ce chiffre-là soit augmenté à une valeur un peu plus gonflée maintenant. Lorsqu'on veut faire une architecture avec plus de
système à surveiller. C'est là où on va utiliser l'architecture avec le Master Console. Donc, il est possible d'avoir justement une console maître qui, elle, va superviser plusieurs airwaves de manière à consolider l'information. Et ça permet, dans le fond, une évolutivité, si je pourrais dire, jusqu'à 100 000 dispositifs. Et bien entendu, il est possible d'avoir, lorsqu'on a un réseau aussi grand que ça à surveiller, mais bien entendu, on va vouloir avoir une robustesse, et c'est là où on peut utiliser le Airwave Failover Server. Dans l'architecture interne, ce qu'on voit, c'est que justement, on a du SNMP polling qui sert dans les processus internes pour récolter l'information. Et dans le fond, avec le AMON, on est capable de recevoir plus directement l'information et de le processer plus rapidement. Donc, c'est simplement pour dire que c'est la méthode privilégiée maintenant pour être capable d'optimiser la réception du trafic et le travail qui est fait pour Airwave. Hop. Donc, on va passer en revue rapidement les différents tableaux de bord. Les différents tableaux de bord, on a bien entendu la performance RF. Donc, c'est un tableau de bord qui permet de visuellement voir quel est l'état de santé des différents clients, puis le dénombrement des dispositifs clients. En temps normal, si le réseau se comporte bien, on devrait voir la majorité des dispositifs avec un index de santé RF aux alentours de 100%. Et dans le fond, quelques dispositifs qui se retrouveraient avec un faible index de pourcentage RF. L'idée ici du pourcentage de santé RF, c'est que pour savoir si un dispositif client se comporte correctement, on va dans le fond, en fait, il faudrait calculer différents paramètres. Il faudrait regarder, oui, le rapport signal à bruit. Il faudrait regarder la vitesse de connexion. Puis il faut regarder aussi le taux de retransmission. Mais tout ça, regarder ça ensemble, puis mettre ça en perspective, ça devient compliqué pour un être humain normal. Alors, pour un administrateur réseau, il est beaucoup plus simple de simplement consulter le premier graphique en haut à gauche avec justement l'index de santé RF qui nous donne un aperçu plus réaliste de l'expérience de l'usager, sans être obligé d'analyser les différents autres paramètres. Bien entendu, le faible pourcentage ici de dispositifs qui ont un faible index de santé RF, généralement, dans un environnement, c'est les personnes qui sont parties à l'extérieur pour aller fumer ou des choses comme ça, ou les personnes qui viennent tout juste d'arriver et qui sont encore à l'extérieur de la zone de couverture. C'est généralement ce qu'on va retrouver là-dedans. Donc, souvent, si on regarde les détails, on va voir que c'est des iPhones, des Android, etc. Il est possible de cliquer sur les hyperliens ou sur les barres pour être capable de voir le détail justement de chacun des dispositifs. Et avec le détail, ça nous permet de savoir justement quelle est la nature du dispositif, à quel endroit il est localisé. Parce que, bon, si, admettons, l'expérience, la piètre expérience se répète toujours dans la même zone, mais on va savoir qu'on a peut-être un problème de couverture à cet endroit-là. Il est possible aussi de regarder la performance RF sous la forme du pourcentage de dispositifs qui ont une piètre expérience dans le temps. En tout cas, bref. J'aime plus ou moins ce graphique-là parce que dans le fond, 100%, c'est toujours le nombre total de dispositifs, donc ça ne te donne pas l'aperçu de la quantité de dispositifs. Ça te donne juste, dans le fond, la proportion de dispositifs qui souffrent versus ceux qui ne souffrent pas. Mais ça ne te donne pas le décompte actuel du nombre de dispositifs. Il faut passer par-dessus pour le voir. Donc, c'est mon input. Je suis mitigé sur ce graphique-là. Dans l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il est possible, dans le détail de chacun des dispositifs qui sont connectés sur le réseau, il est possible de les ajouter à ce qu'on appelle les Watched Clients, donc les clients qu'on va vouloir surveiller de plus proche. Et ça permet, lorsqu'on s'en va sur le tableau de bord au niveau Overview, donc avoir la vue d'ensemble, non seulement avoir une vue d'ensemble du nombre de dispositifs connectés et de leur utilisation, mais d'avoir, dans le fond, chacun des dispositifs qu'on a décidé de surveiller, de voir quelle est leur tendance. Donc, de voir la tendance au niveau de la santé RF, l'évolution du rapport signal à bruit, la tendance, puis voir justement depuis quand. Donc, si, mettons, vous avez le directeur général de l'organisation qui se plaint continuellement qu'il y a un problème avec son iPhone,
bon, on est capable de l'ajouter à la liste puis de faire la surveillance du iPhone progressivement dans le courant de la journée. La capacité RF, en fait, ça devient intéressant pour regarder, dans le fond, quels sont les points d'accès pour lesquels, justement, on a un grand engorgement. Donc, on est capable de voir le nombre concurrent de dispositifs clients. Comme ici, on a un plus grand nombre de dispositifs clients à un endroit dans le 2.4 GHz par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans le 5 GHz. Alors, on a peut-être une problématique ici au niveau de couvrir le 5 GHz pour inciter les dispositifs à venir dans la bande de fréquence qui, elle, normalement, est moins susceptible aux interférences. Puis la bande de 80%, c'est quand on dépasse 80% d'utilisation sur un canal, ben, ça devient, disons, les usagers perçoivent justement que c'est moins performant, moins efficace. Alors, on veut essayer d'éviter ça. Puis là, par la suite, on est capable de regarder, bon, est-ce que c'est dû à de l'interférence ou c'est un dispositif qui transmet ou qui reçoit? On pourra faire un petit exemple. Hier, j'avais un scénario live qui reflétait ça. Avais-tu une question? Non? Ça va jusque-là? Aucune question sur les lignes? Ça va? L'autre chose qui est intéressante, c'est de pouvoir faire justement le suivi au niveau de App RF, donc être capable de voir quelles sont les différentes applications qui ont été remarquées ou catégorisées au niveau de l'infrastructure. Ça permet justement de mieux comprendre qu'est-ce qui blesse. Une des choses que j'ai observées récemment, c'est tout ce qui est iOS Over-the-Air Update, tout ce qui est Windows Update. Dans les plus récentes versions, ça a tendance justement à cannibaliser tout l'accès au complet. Alors, de mettre un contrat de bande passante sur les updates permet justement de minimiser la pression sur le réseau et de favoriser justement un meilleur équilibre. Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, il y a des signatures à travers, je pense qu'on est rendu à 2900 signatures différentes. Il est possible de spécifiquement sélectionner un contrat de bande passante par application et d'améliorer la santé RF de l'ensemble des individus, donc réduire la priorisation sur des environnements ou sur des protocoles qui sont moins mission critical. Puis garder la priorité sur les choses qui sont importantes. Donc ça serait peut-être une des choses qu'il faudrait mettre au niveau du collège. Puis ça, vous auriez une amélioration de ce côté-là, je crois. On pourra reviser ça ensemble tout à l'heure. Je te montrerai exactement ce donc, il est possible aussi de regarder par destination ou par dispositif dans le détail c'est qui abuse du réseau et par la suite être capable de réagir en conséquence. Donc, c'est le genre de choses qui sont possibles de faire. L'autre chose qui est intéressante, c'est être capable justement de faire le diagnostic pour les appels de voix sur IP. Donc, être capable de revenir dans l'historique, voir... donc, dans le fond, c'est le même genre de tableau de bord que l'on retrouve sur le contrôleur de mobilité, mais transposé au niveau de Airwave, avec justement l'ensemble de l'historique de chacun des appels et qui nous permet de revenir jusqu'à 2 semaines en arrière, alors que, bon, au niveau du contrôleur, on peut revenir quelques minutes en arrière. On n'a pas un statut sur une longue période de temps. Ici, on est capable d'avoir le statut sur une longue période de temps et être capable d'en voir l'historique au complet. Tout à l'heure, je vous montrerai avec justement une petite interaction live. Donc, sur chacun des points, il est possible d'aller forer puis de basculer directement sur la page de diagnostic pour savoir le dispositif en question, quel était l'état de santé de cet appel-là, puis d'avoir une meilleure vue sur les différentes conditions qui auraient pu causer que l'appel soit plus faible en termes de qualité. À titre d'exemple, une des choses que j'ai pu observer, entre autres, c'était à l'hôpital de Chicoutimi. On avait, dans le fond, un index de santé RF qui était à tout près de 100% pour les différents appels, mais l'appel était dans le rouge, dans le bas. Alors, c'est particulier. Donc, on s'est mis, en regardant visuellement le graphique, en fait, on a déduit que le problème n'était pas Wi-Fi. Et c'est là qu'on a regardé quelle était l'assignation de la classe de service au niveau de la QoS du côté du VLAN de voix. Puis effectivement, on n'était pas tagué correctement en fonction de la classe de service de l'hôpital. Et dès qu'on a mis la bonne priorité pour le protocole SIP,
tout d'un coup, ça a remonté dans le vert. Donc, dans le fond, on se faisait traiter comme du trafic de data normal de l'hôpital, puis on était sujet aux mêmes contraintes de congestion, ce qui faisait en sorte que plusieurs paquets se faisaient discarter. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouvait dans le rouge parce que justement, on avait un jitter incroyable, on avait un MA-score qui était pitoyable, puis juste à mettre la bonne priorité, ça a résolu le problème. Donc, c'est les choses qu'il faut porter attention, puis dans le fond, le graphique nous aide à voir ça visuellement rapidement. Donc, avec Link, on est même capable de voir les statistiques pour faire le diagnostic end-to-end, parce qu'avec les API de Link, on est capable d'aller chercher le statut directement avec le serveur de communication. Donc, plus juste avoir la vue Wi-Fi avec le système d'heuristique pour analyser la qualité de la voix, mais directement avoir le statut du serveur de voix. C'est les choses qui sont super intéressantes. Puis là, avoir le détail de chaque appel, voir justement, bon, est-ce qu'il a été terminé avec succès, quel protocole ça utilisait, puis là, d'avoir, dans le fond, le diagnostic end-to-end quality, wireless LAN quality, la santé du dispositif, puis la qualité. Donc, tu as toute la granularité nécessaire pour poser un bon diagnostic. Parce que souvent, c'est le problème. Quand tu arrives avec de la voix sur IP over Wi-Fi, là, s'il y a un problème, tu ne sais plus où chercher et quelles données aller analyser. Mais avec l'outil Airwave, tu es capable de justement d'avoir tous ces détails-là, d'avoir toute l'information pour être capable de diagnostiquer. Comme ici, on voit justement en rouge est highlighté justement le taux de retransmission au niveau de la transmission. Donc, ça permet justement de retrouver, de focusser sur les bons éléments pour diagnostiquer. L'autre chose qui a été ajoutée à Airwave, c'est Clarity. Donc, ça, on a pu mettre ça en place justement au collège. Ça permet, dans le fond, de regarder les 4 métriques qui sont super importants pour un réseau. C'est-à-dire que lorsqu'un dispositif client s'associe au réseau, bien, en fait, pour que l'usager ait la perception qu'il est bel et bien connecté correctement, bien, ça prend, dans le fond, 4 critères. Ça prend, oui, l'association au réseau sans fil. Ça prend l'authentification, souvent avec soit portail captif ou authentification 802.1x au niveau radius. Ça prend aussi ta requête DHCP qui doit être effectuée adéquatement dans un délai acceptable. Et il faut que tes requêtes DNS soient résolues adéquatement. Seulement, une fois que tout ça est complété, là, à ce moment-là, tu as le statut comme de quoi que l'usager a la perception d'être connecté adéquatement. Et c'est là où on a pris, dans le fond, chaque association, chaque requête radius, chaque requête DHCP et requête DNS, on prend des marqueurs de temps puis des marqueurs, justement, de succès. Et c'est ce qu'on va représenter visuellement sur l'écran. Et ça permet, dans le fond, de cibler nos efforts sur les bonnes choses. Donc, ici, on est capable de voir, justement, le MAC Authentication. On a un taux d'échec qui est plus élevé. Par exemple, une des choses qui était particulière, c'est qu'à l'aide de ce tableau de bord-là, à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, on a été capable de voir que c'était un des 3 serveurs DHCP qui, lui, prenait 25 secondes pour répondre. Alors, un des 3. Dans un monde normal, diagnostiquer ce genre de trouble-là, qui est spécifique à un des 3 serveurs, lorsque justement la charge est balancée, ça devient très difficile de voir ce genre de problème-là. Avec Clarity, on est capable de le voir en dedans de quelques secondes. Alors, c'est une chose qui est très, très intéressante ici. Ça permet d'aller au-delà de juste dire « mon Wi-Fi ne marche pas ». Puis on a résolu plusieurs problèmes grâce à ça, entre autres des problèmes de capacité au niveau radius. Être capable de dire « ah oui, mais là, tu vois, ton authentification dans les périodes de pointe dépasse les 5 secondes ». On sait qu'un client normal va réessayer à toutes les 5 secondes. Comme le protocole Radius, c'est en UDP, bien, s'il n'a pas répondu correctement à l'ensemble de l'échange Radius en dans les 5 secondes, bien, ce qui va se produire, c'est que le client va recommencer, va refaire une demande. Puis là, on va avoir une espèce d'effet de boule de neige. Ça va monter, dans le fond, en pointe au niveau du temps-réponse. Puis on va voir que, justement, le serveur Radius peine à soutenir la charge, entre autres sur l'heure du lunch.
Puis c'est là où ce que c'est qu'on est capable de dire, ben là, il faut faire du load balancing ou il faut ajouter justement un meilleur serveur radius. Et ça permet justement de cibler dans ces cas de figure-là, d'aller de l'avant avec ClearPath. Et Dieu merci, vous avez ClearPath au collège. Oui, que c'est ça, le load balancing n'avait pas été activé au niveau du contrôleur. L'as-tu activé maintenant? Puis depuis, ça a droppé, puis tout va bien. Bon, c'est fantastique. Donc, ça permet de voir ce type de problématique-là et d'ajuster la configuration adéquatement. Et voilà. Donc on n'a pas juste le pourcentage d'échec qui est possible de voir justement le temps-réponse. Puis là, on peut le voir en fonction de la période de temps. On pourra regarder ça en détail tout à l'heure. L'autre chose qui est intéressante au niveau de VisualRF, la nouvelle version de VisualRF permet entre autres de charger les fichiers AutoCAD, d'être capable justement d'assigner des valeurs d'atténuation sur les différentes couches. Alors, ça simplifie dans le fond l'importation pour permettre justement d'hésiter à avoir à dessiner toutes les structures de mur. Bien entendu, on garde justement la fameuse vue du heatmap qui est composée en fonction de comment les points d'accès se perçoivent entre eux. Les points d'accès qu'on voit ici en rouge, c'est les points d'accès qui, dans le fond, sont down. Ça permet aussi, avec notre nouvelle fonctionnalité, d'enregistrer l'historique du heatmap, donc d'en voir l'évolution au cours de la journée. On sait que ARM s'ajuste en fonction justement de la présence de sources d'interférence Wi-Fi et non Wi-Fi. Alors, on est capable justement de voir les variations au niveau de la couverture qui est estimée, dans le fond, du côté Airwave en fonction de comment que les points d'accès se perçoivent entre eux. Donc, il est possible aussi de visuellement voir les lignes d'association, de comment les dispositifs sont attachés sur chacun des points d'accès. Donc, ça permet de mieux comprendre la répartition de la charge et la manière dont les dispositifs sont connectés. Si je ne me trompe pas, en vert, c'est les lignes qui disent que tu es connecté à 5 GHz, puis en bleu, c'est 2.4, ou le contraire. C'est à vérifier quand on passe par-dessus, on pourra le vérifier tout à l'heure. C'est l'un ou l'autre. Ben, il y a deux possibilités, alors c'est difficile de se tromper d'une certaine manière, ou en tout cas. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir justement l'interférence co-canal. Donc ça, on pourra faire un essai tout à l'heure, visuellement voir quelles sont les zones où il y a chevauchement au niveau des canaux. Donc, idéalement, dans ce mode de visualisation-là, quand on fait justement le channel, la visualisation au niveau du canal, idéalement, ce qu'on veut obtenir, c'est une carte où tout est blanc. Donc, où il n'y aurait pas, par exemple, de chevauchement. Bien entendu, dans le 2.4 GHz, à cause qu'on a juste 3 canaux qui sont non interférents, c'est très difficile d'obtenir justement une carte complètement blanche. Et c'est là, dépendamment de la densité de points d'accès, qu'on pourrait dire, ah ben, je vais convertir un point d'accès pour cette radio-là avec un Air Monitor pour le 2.4 GHz. C'est le genre de choses que cette carte-là peut nous permettre d'interpréter. Diagnostic au niveau des dispositifs clients, donc la fameuse chaîne de connectivité, être capable justement de savoir bon, ben, que j'ai un client Angel qui est connecté à travers le SSID HPN BYOD, qui est connecté à l'AP justement, qui est au 1322, donc c'est pas notre siège social, c'est à côté de notre siège social en Californie, avec justement sur le contrôleur qui est Chuck Wagon, qui lui-même est connecté sur la switch, et être capable justement de voir les différentes problématiques qui pourraient être liées. Donc, on a justement la qualité, donc le nombre d'erreurs d'authentification, le rapport signal à bruit, donc quelques indices qui nous permettent de diagnostiquer la session. Puis vous remarquerez qu'en haut, on a justement, oui, les graphiques sous chart qui nous permettent de voir justement l'historique de connectivité. On a le UCC qui nous permet, dans le fond, d'avoir l'historique des appels de voix avec ce dispositif client-là. On a le Clarity qui nous permet de voir justement les délais d'association et de DHCP pour ce client-là, ainsi que le AppRF qui nous permet de voir quelles sont les applications qui sont en cours d'utilisation pour le client. L'autre chose qui est intéressante, c'est les rapports. Donc, bien entendu, on a plein de rapports qu'on peut mettre à notre main, taillés sur mesure.
Donc, il y a des rapports préconfigurés, entre autres, sur la santé RF, sur les sessions des dispositifs clients, des rapports d'inventaire, de sommaire de dispositifs. Il est possible de composer, dans le fond, le rapport que l'on désire simplement en faisant un drag and drop et en composant le rapport en fonction de, si on veut regarder, par exemple, sur une durée d'une semaine, le nombre de dispositifs connectés qui sont différents, par exemple. Ça nous permettrait, par exemple, de faire l'analyse et savoir est-ce que j'ai encore des dispositifs 802.11b dans mon environnement. Si j'ai plus de 802.11b, ben, je pourrais décider de dire, ben, j'enlève la protection du 802.11b sur mon SSID dans le 2.4 GHz, puis là, ben, je viens d'augmenter ma performance. Puis j'évite, dans le fond, de réduire la performance simplement pour supporter des dispositifs qui maintenant sont legacy. Il est possible aussi d'ajouter des espèces de petits triggers, des déclencheurs qui vont envoyer des notifications soit via des trappes SNMP ou via courriel pour envoyer, par exemple, des alertes en fonction de rogue device ou encore des alertes lorsque une MAC adresse devient présente. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on a utilisé, entre autres, pour pogner le petit hacker il y a 2 ans et quelques là, au collège Dawson. En fait, on avait mis justement un trigger comme ça sur la MAC adresse, en fait, sur l'ensemble des MAC adresses qui avaient été identifiées pour ce hacker-là. Et ça l'a permis justement d'envoyer un courriel à l'administrateur réseau. Puis comme il avait chargé les plans d'étage, bien, on était capable de localiser le dispositif dans le collège. C'est le genre de choses qui est possible de mettre en place. L'autre chose qui est intéressante, c'est au niveau du RAPID, donc la détection d'intrusion. Donc, il est possible de configurer Airwave avec différentes règles pour faciliter la classification des Rogue Access Points de manière à minimiser les fausses alertes. Donc, comme Airwave a la vue sur le filaire, il y a la vue aussi sur le sans-fil, Airwave peut faire la corrélation entre les deux et être capable de dire, bon, ben, de créer, dans le fond, une règle pour laquelle je déclare que c'est un véritable rogue si, par exemple, le dispositif est présent au niveau filaire, présent au niveau sans fil, que je l'ai détecté, dans le fond, avec un niveau de signal de moins 75 et plus, et que, admettons, ça a été détecté par 3 AP. Et là, avec l'ensemble de ces conditions-là, là, je suis capable de créer un événement qui va s'appeler un véritable rogue. Et là, ça évite, dans le fond, de porter mon attention à n'importe quel endroit, puis là, de porter mon attention uniquement sur les choses qui font du sens. Alors, c'est le genre de choses ici qui sont rapportées. Bien entendu, il y a beaucoup d'alertes ici qui sont signifiées ou qui sont rapportées. Vu que c'est du RF, il est possible, il y a une probabilité non nulle que les conditions environnementales vont faire en sorte que ça va brouiller un peu le signal qui est plus loin, qui est perçu par l'AP, mais qui est plus loin, et qui vont, dans le fond, quand même aboutir à un CRC ou un checksum qui est valide. Donc, la trame est quand même considérée comme étant valide, bien qu'elle a été brouillée et qu'elle était plus loin. Et à cause de ça, mais ça peut ressembler, dans le fond, mettons, à un AP flood attack. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que, dans le fond, pour une alerte donnée, le nombre de signatures que j'ai, le nombre d'alertes au niveau des 2 dernières heures excède ou correspond, par exemple, au nombre d'alertes que j'ai eues dans les 24 dernières heures. Et là, à ce moment-là, si, mettons, j'ai une plainte d'un client ou d'un usager qui dit « Ouais, ça ne marche pas », puis là, tout d'un coup, tu regardes sur ton tableau de bord, « Hey, attends un peu, mon niveau de problème au niveau de mon e-overland attack ou quelque chose dans le genre est supérieur à tout ce que c'est que j'ai pu voir dans les 24 dernières heures. » Là, à ce moment-là, ça peut peut-être signaler une espèce de petite sonnette d'alarme dans votre esprit pour dire « Ah oui, attends un peu, je vais porter attention à cette affaire-là. Il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être un petit fin finot qui s'est installé à un système. » Un peu comme, bon, un exemple de ça, c'était à l'Université McGill, il y avait un jeune qui a fini par pogner. Lui, il s'était installé une application sur son téléphone, puis ça clairait tout le monde qui était connecté sur le même point d'accès, puis dans le fond, ça lui réservait l'air et la bande passante juste pour lui. Alors, effectivement, ce qu'ils ont remarqué, c'est que dès que cet individu-là était présent, tout le monde chialait ou plaçait un appel de service.
Et il voyait justement des attaques de DDoS. C'est ça, il y avait eu comme un mélange. Il était pas sûr, mais il pensait que son téléphone s'était fait hacker, puis c'est pour ça qu'il y avait une nouvelle app là, sur son téléphone qui permettait bizarrement de faire ce genre d'attaque-là. Alors, c'est le genre de choses qu'on est capable de visuellement voir, mais c'est sûr que, bon, le nombre d'anomalies qui est rapporté par Airwave peut être relativement élevé, et c'est là où c'est qu'il faut mettre justement des filtres pour ne pas être submergé par le nombre d'alertes. Bien entendu, on incorpore dans Airwave le fait d'avoir un rapport qui permet de vérifier si on est conforme à la norme Payment Card Industry, donc être capable de regarder si justement on a certains échecs à certains égards, et à ce moment-là, voir et apporter les correctifs requis pour résoudre et être capable d'être conforme au niveau de la norme PCI. Au niveau configuration, donc, il y a différentes interfaces dépendamment de qu'est-ce que vous gérez avec Airwave. Donc, un des premiers points, c'est justement le fait de pouvoir gérer tout ce qui est Aruba Instant en mode graphique. Donc, on va reporter dans le fond les mêmes menus de configuration de la technologie Aruba Instant, mais sous la forme graphique dans Airwave pour que l'administrateur réseau soit capable d'aisément faire les modifications à travers Airwave. Il est possible à travers justement le mode graphique comme ça de pouvoir mettre certaines notes, donc des annotations qui permettent dans le fond aux différents administrateurs de se retrouver par la suite, de savoir les raisons pour lesquelles ils ont fait certaines modifications. L'autre chose qui est intéressante, il est possible aussi de gérer les configurations au niveau du contrôleur, bien que personnellement, moi je trouve moins convivial de gérer la configuration à travers Airwave. Entre autres parce que à travers Airwave, on n'a pas accès au wizard. Donc, personnellement, lorsqu'on a une architecture avec contrôleur, je préfère utiliser les wizards qui sont à même l'engin de configuration pour créer, par exemple, un nouveau SSID. C'est beaucoup plus simple que de le faire manuellement ou que de le faire à travers l'interface de Airwave. Par contre, à travers Airwave, il est possible, dans le fond, de faire le backup de la configuration, de resynchroniser, ou disons d'importer les éléments de configuration, et au moins faire la validation de la configuration, vérifier que justement la configuration n'a pas été modifiée entre-temps, et être capable justement, si, admettons, lundi matin, tu te présentes, à le monde, ils te disent « Ah, ça marche plus », puis dans le fond, tu savais que tout était fonctionnel le vendredi, ben là, tu es capable de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a modifié la configuration durant le week-end? Puis là, avec Airwave, faire la validation. Ah oui, OK, il y a eu une modification, je sais c'est quoi qui a été modifié. Soit on le répare, ou soit tout simplement on récupère l'ancienne version, puis là, on la repousse au niveau à travers Airwave. Et il est possible justement de gérer les configurations des commutateurs, soit partiellement ou soit totalement, avec ce qu'on appelle un template de configuration. Une des choses, quand on utilise le mode de configuration, il est possible, dans le fond, d'utiliser Activate ou d'utiliser le Zero Touch Provisioning. Lorsqu'on utilise avec Activate, c'est dans le fond, on a un point d'accès qui est Aruba Instant qui va être, dans le fond, dans un branch office à quelque part. Ce point d'accès-là va faire une requête au site de Aruba Activate. À travers Aruba Activate, ben, c'est là qu'on va mettre des politiques qui vont dire, dans le fond, est-ce que le dispositif, est-ce que le point d'accès doit aller rejoindre, par exemple, Airwave ou doit aller rejoindre Aruba Central, qui sont deux plateformes de gestion. Et lorsqu'on dit, admettons, qu'il doit aller se joindre à Airwave, on va lui spécifier quelle est l'adresse IP du Airwave qu'il doit aller rejoindre et quel groupe dans lequel il doit aller se joindre. Puis là, à travers Airwave, on est capable justement de faire ce qu'on appelle du firmware, group firmware enforcement, donc être capable de mettre en force un firmware et mettre en force aussi une configuration, un canevas de configuration. Et ça va permettre justement au point d'accès de se déployer automatiquement, de se mettre à jour automatiquement et d'être capable d'être configuré adéquatement.
Donc, tantôt, j'en ai discuté un petit bout là, au niveau des prises de backup. En fait, il est possible justement d'exécuter certaines commandes automatiquement à travers l'interface de Airwave. Donc, si, admettons, on diagnostique une problématique ou qu'on veut regarder les dispositifs qui sont connectés ou les AP qui sont actifs ou qui sont en train de monter sur un système qui est distant, à travers la console de Airwave, il est possible justement de faire en sorte d'exécuter les commandes, par exemple, à toutes les 15 secondes ici pendant 15 minutes. Puis là, d'en avoir un log et d'être capable de copier ce log-là dans un fichier pour après ça être capable de l'analyser. Donc, c'est le genre de choses qui est possible de faire à travers Airwave. Ça évite d'avoir à taper, puis d'être en console live, puis de toujours retaper les choses pour être capable de faire la surveillance. Puis bien entendu, il est possible de faire le backup des différentes configurations, de voir justement la config, être capable de restaurer la configuration, être capable de faire une différence entre deux configurations à deux dates différentes. Alors, ça permet justement de bien gérer l'environnement. Parce que dans le fond, c'est un des requis au niveau du Payment Card Industry, c'est d'être capable de gérer les configurations puis de montrer patte blanche au niveau que la configuration est conforme au Canva qui a été approuvé. Et par conséquent, le Canva approuvé est géré dans Airwave. Et voilà, je suis à l'étape de la démonstration. Jusque-là, ça va? Des questions? Commentaires? Un peu, hop, j'aime ça. Alors, lorsqu'on se connecte sur la console de gestion Airwave, on a dans le fond notre menu Home, ici. Et à gauche, on a dans le fond la barre de navigation avec les différents sous-menus qui sont explosables ou en fait qui peuvent être rétractés ou remis en place. Donc, ça permet, lorsque la résolution de l'écran n'est pas suffisante, d'être capable justement de visuellement mieux voir l'ensemble des graphiques. La barre du dessus nous montre les nouveaux dispositifs à adopter dans Airwave, nous montre aussi le nombre de dispositifs qui sont up ou down, les rogues qui sont détectés, le nombre de clients présentement connectés et les alertes. Donc, c'est entièrement cliquable. On peut voir justement les dispositifs. Bon, j'ai fait quelques tests ici. Du bricolage. Et on peut voir aussi le statut au niveau des dispositifs clients sur diverses périodes. Donc, on est capable de voir, par exemple, pour les 2 dernières heures, voir sur une journée le profil d'utilisation, sur une semaine, et par la suite, même sur une année. C'est sûr que, bon, une année, il y a un peu plus de data à cruncher. Hein. Alors, on voit l'ensemble du data. Puis ça, vous allez remarquer, avez-vous remarqué ici, hein, je dépends d'une petite compagnie, une petite PME qui est connectée sur mon Airwave, et leur cluster instant passe à travers l'Internet pour rejoindre ma plateforme Airwave. Vous remarquez que sur l'heure du dîner, ils n'ont plus de capacité au niveau de leur pare-feu. C'est pour ça le cluster instant n'est plus capable sur l'heure du midi de rejoindre mon Airwave. C'est pour ça que ça fait un trou dans les statistiques. Et depuis qu'on a mis en place la fameuse règle pour contrôler les iOS over-the-air updates, les Windows updates, c'est devenu beaucoup plus smooth. Puis les trous arrivent beaucoup moins fréquemment. Arrive vraiment juste un petit trou une fois pendant l'heure du lunch, là, puis c'est à peine pour quelques petites minutes. Mais outre ça, ça n'arrive plus comme 40 ou 50 fois par jour. Là. Ça fait que c'était ça le bobo. Oui, c'est ça. Tous les dispositifs clients faisaient des updates, puis tout ça. Puis là, c'est ça qui causait une espèce de trop grande pression. Puis là, comme les usagers utilisent l'Internet à la planche durant l'heure du lunch, en fait, ils l'utilisaient pas mal tout le temps. Là, on a restreint un peu plus. Puis là, à ce moment-là, ça fait en sorte que là, ils n'ont plus de problème. D'ailleurs, ça menait même à des problèmes au niveau de l'opérationnalisation. Ouais, depuis qu'on a coupé, on fait, tu sais, il y a une des signatures qui est le peer-to-peer pour tout ce qui est BitTorrent. Depuis qu'on a bloqué ça, même le réseau LAN fonctionne mieux.
Oui, il y avait ah, c'est étrange. Le problème n'était pas nécessairement le Wi-Fi comme tel, mais plutôt qu'est-ce que le monde font en utilisant le Wi-Fi. Ben ben, je veux dire, ils auraient eu un réseau 802.1x avec un bon inventaire de qui est connecté où, quand, comment, que là, on aurait pu le cibler. Mais comme c'est une PSK, ben une PSK, c'est facile à sharer à cette heure, là. Tu partages ça sur les médias sociaux. À cette heure, il y a des apps qui font ça, là. Ça fait que là, ils se sont probablement ramassés avec un voisin qui abusait du Wi-Fi qui était disponible parce que ça a donné qu'il a pogné la clé. Puis là, ben, comme c'était free lunch, open bar, ben, downloadé au max. Puis là, ben, en empêchant ça, comme par hasard, ça a stabilisé l'ensemble du réseau. C'est fascinant. D'où la raison qu'effectivement, le 802.x, c'est pas quelque chose à négliger. Le PSK, c'est dépassé. Mais bref, c'était un petit point ici. Donc, on a justement le statut, on a justement le monitoring, donc j'ai quelques points d'accès qui sont down, donc on voit justement leur statut qui est down. Puis la conformité au niveau de la configuration, donc on voit justement, j'ai quelques dispositifs qui sont unknown, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas été connectés. Et on a dans le fond nos top talkers, c'est-à-dire nos dispositifs clients qui abusent le plus du réseau. Vous allez constater que, bon, je fais partie de ceux qui abusent. Et c'est ça, ouais, OK. On va passer sur les autres commentaires. Il m'est arrivé d'avoir des petits scénarios comme ça où c'est que tu fais une démonstration justement de Airwave. Puis là, tu regardes dans AppRF, c'est qui utilise. Hey, attends un peu, vous avez un top user de Skype. Puis là, ben, là, tu fais la présentation devant le directeur IT. Puis là, ben, dans les top talkers de Skype, ben, ça se trouvait être le technicien à côté qui était là. Puis, ben, c'est ça, on pouvait voir à quel endroit il faisait du Skype, puis c'était clairement, bon, c'était inconfortable parce que je pense que c'était pas relié à la business, mais il faisait ça ses heures de bureau. Mais bon, ça c'était une autre histoire. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir justement avec le AppRF. Une des choses qu'il faut porter attention, c'est maintenant pour tout ce qui est Web Reputation, Web Categories, ça va vous prendre une licence quand on utilise justement le contrôleur de mobilité. Ça prend une licence pour activer justement cette catégorisation-là qui est faite par le service WebRoot. Alors, disons que c'était un teaser ou c'était pour activer. Oui, c'est ça. C'est depuis la version 6.5. Cette fonctionnalité-là requiert maintenant l'activation d'une licence pour contrôleur. Du côté Aruba Instant requiert aussi une licence maintenant. Avec les nouvelles versions, je pense que c'est depuis 4.3, ça prend justement cette licence-là. Et la catégorisation est fournie si, admettons, vous souscrivez à Aruba Central. Donc, ça vient de facto lorsqu'on fait la gestion avec notre service cloud. Et c'est dans le fond, en regardant les différents détails, on est capable justement de voir avec quelle application, c'est quoi la réputation, c'est quel type d'usager avec le rôle, quels sont les usagers, mettons, qui font justement les requêtes. Lorsque c'est incomplete, souvent, c'est parce que c'est pour des adresses qui sont à l'interne, c'est pas vraiment une application. Donc, beaucoup de ces postes-là dans l'usine utilisent justement des communications à des serveurs qui sont internes. Alors, il est possible de voir justement sur le poste, on voit les différentes destinations, puis on voit justement que c'était beaucoup des adresses IP particulières. Mais ça nous permet d'avoir la visibilité, puis de savoir, bon, à l'interne, c'est quoi mes flux, ils vont vers quel serveur. Donc, ça permet de mieux comprendre l'environnement. Au niveau UCC, donc, bon, je n'ai pas fait d'appel dans les 2 dernières heures, mais si, mettons, on regarde au cours de la dernière semaine, c'est là où on peut voir justement les détails de la qualité de chaque appel, le volume d'appel. On peut voir justement les tendances
Donc, à quelle période de la journée, à quelle date ont eu lieu les différents appels. Si on clique sur un en particulier, c'est là qu'on voit justement, ben, c'était mon dispositif à moi, quand est-ce que j'étais connecté, les différents appels, l'historique de chacun des appels. Chaque vue ici peut être modifiée. Donc, il est possible, dans le fond, de faire une copie de la vue en question. Là, je pourrais l'appeler Advanced View, par exemple. Puis, rajouter, dans le fond, de l'information. Donc, mettons, mettre le Call Detail Record ID pour être capable de le retrouver. Mon DHCP au niveau de mon dispositif client. Donc, j'ai plein d'informations. Donc, par exemple, le rapport signal à bruit quand j'ai eu mon appel. Puis après ça, mais dans le fond, j'ai toutes ces informations-là au niveau de ma session client. Donc, je suis capable de retrouver les informations, de revenir, voir justement quel était mon MOS score, donc l'index de qualité vocale sur 5 pour l'appel, puis voir justement est-ce qu'il y a eu de la correction au niveau de la voix sur IP pendant cet appel-là. Une des choses qu'il faut regarder aussi quand vous êtes sur la barre ou en fait dans le diagnostic du dispositif client, ici, vous avez location, il y a des barres ici, il ne faut pas, il y a une petite flèche sur le côté. Donc, ça peut être justement explosable d'une certaine manière, montrer à quel endroit sur le plan d'étage on était localisé à ce moment-là. On voit pour la session du dispositif client, les événements au niveau Clarity. Donc, on peut voir sous la forme d'un graphique à barre pour chaque heure, chaque date, quand justement on a eu une nouvelle authentification avec justement la requête DHCP, on voit l'effet cumulatif dans le temps. Comme ici, ma perception usagée et que ça m'a pris, dans le fond, c'est quand même 70 secondes. Moi, ça a été particulièrement long. Là. Ici, c'est plus dans l'ordre du 10 secondes. Donc, on peut voir à quel moment c'était pénible. J'ai peut-être un problème dans mon lab. Là. Mon serveur Windows, il choke. Hein? On voit que la proportion qui prend du temps, c'est le DHCP. Alors, oui, OK, j'ai un problème au niveau de mon DHCP. Je n'avais pas porté attention. Et voilà. Et on a, dans le fond, l'historique des différentes associations et on peut voir justement les différents rôles qui sont attribués. Je suis tombé dans Deny All. OK. Fascinant. OK, bon. OK, il y a des choses qu'il va falloir que je vérifie dans mon lab. Puis on voit les différents SSID sur lesquels j'ai été m'associer avec les différents points d'accès dans mon environnement. On voit aussi les Rogue Associations. Donc, j'ai pu... ça, c'est le genre de choses qui nous permettent de diagnostiquer, par exemple, lorsque vous faites un déploiement dans un environnement puis qui est hybride avec, par exemple, du Cisco, du Aruba ou du Motorola. Vous pouvez voir justement si les dispositifs, bien entendu, il faut qu'ils soient dans la bulle de connectivité ou de perception des points d'accès. Le point d'accès va être capable de détecter que le dispositif en question n'est pas connecté sur son SSID, mais connecté sur le SSID de l'autre environnement. Bon, ça permet, entre autres, dans des cas de preuve de concept dans des environnements, d'être capable justement de dire, je suis capable de dire que de telle heure à telle heure, en fait, le dispositif n'était pas connecté sur l'infrastructure Aruba, par exemple. Je vois que, Simon, tu me posais une question. Comment on fait pour désauthentifier un dispositif client sur un cluster DAP? Oui, je vais arriver à cette démo-là tout à l'heure. Je vais juste finaliser, dans le fond, la revue de l'architecture. Alors, si je l'oublie, rappelle-le-moi, mais je devrais passer là-dessus d'ici peu. Donc, tout ça nous a mené finalement de clic en clic lorsqu'on regardait le UCC pour la performance au niveau de la voix sur IP. Performance RF, dans le fond, c'est le fameux graphique que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, quand on clique ici, on voit iPhone qui est sur tel AP à tel endroit.
Donc, il est possible, dans le fond, de cliquer, mettons, sur le iPhone, voir le diagnostic du dispositif client. On voit qu'il est encore connecté ici. Sa santé a diminué. Et, dans le fond, au niveau de la carte, ouais, ça, je pense que c'est une espèce de storage room qui est dans le fond. Dans le fond, on voit justement que le dispositif s'est déplacé. Puis on pourra voir justement le déplacement des différents dispositifs tout à l'heure. Donc, si, admettons, je navigue de diagnostic à Client Detail, je peux voir justement l'association actuelle. Et lorsque justement j'explose la barre, c'est ici qu'avec Instant, on est capable de faire un de-auth du dispositif client. Donc, si je clique ici, je vais forcer la désauthentification du dispositif. Ça répond à ta question? Hop, un peu, j'ai une autre question. Hop, ici. Oui, OK. Sans utiliser le 802.ex, est-ce qu'on peut utiliser les signatures DHCP ou autres méthodes pour identifier les clients de façon individuelle? Avec la nouvelle version 6.5 du contrôleur de mobilité, il est possible dans le AAA Profile d'activer la reconnaissance en fait, d'activer le username un peu à la sauce du Instant AP pour être capable de récupérer le username en fonction de la signature du nom qui est utilisé pour la requête DHCP. Et ça permet, entre autres, pour des SSID invités ou du guest ou des SSID PSK, de mieux faire une empreinte qui est significative au niveau d'Airwave pour identifier le poste. Donc, c'est maintenant possible au niveau du contrôleur de mobilité. Puis c'est possible depuis les débuts avec Aruba Instant. Est-ce que ça répond aussi à ta question, Simon? Si tu veux, je pourrais te montrer l'option un peu plus tard. OK, super. Donc, si je reviens ici au niveau RF, donc on a vu le RF Performance. RF Capacity, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ici, j'ai un point d'accès, par exemple, l'antenne numéro 10. Quand on clique dessus, on peut voir justement l'évolution en fonction du temps. Puis on voit que, bon, le phénomène qui fait en sorte qu'on dit qu'il est dans la catégorie 80%, ben en fait, c'est un événement ponctuel dans le temps, là, qui était sujet, dans le fond, en bleu, c'est du transmitting. En fait, c'est vraiment l'AP, il s'est mis à blaster puis à transmettre à la planche. Depuis qu'on a coupé ou fait un contrat de bande passante avec pour le iOS Over-the-Air Update, ce genre d'événement-là n'arrive plus. Ça fait que je pense qu'au niveau des paramètres TCP, il est trop agressif. Puis, dès qu'il y a de la bande passante, il apprend tout. Puis comme c'est des points d'accès AC, ben, il blaste à la planche tout de suite en partant. Puis ça cannibalise tout l'accès. D'où la raison qu'on les voyait ici là, dans le rouge. Évidemment, bon, ben, la fenêtre couvre, je crois, une semaine. Ça fait que bon, ça devrait ager out parce que c'est relativement récent qu'on a fait ce changement. Donc, c'est le genre de choses qu'on est capable de voir avec la visualisation ici en fonction du temps pour chaque antenne. Puis on peut voir justement, bon, c'était-tu des problèmes d'interférence? On voit, oui, à quelques moments ici, on a des pics d'interférence. Ça nous permettrait, dans le fond, de cibler à quel moment, justement, ça arrive. Est-ce que c'est répétitif? Est-ce que c'est, justement, comme là, ça, c'est une manufacture. Est-ce que c'est au moment où on démarre un certain type de moteur? Donc, ça aide à mieux comprendre l'environnement. Ça nous aide aussi à peut-être déstresser, voir que la majeure partie du temps, c'est beau. Là. Et Clarity, comme je vous disais tout à l'heure, donc aisément, il est possible de voir ici, oui, les pourcentages d'échecs au cours, admettons, de la dernière semaine, et de visuellement voir en fonction du temps. Donc, ici, justement, authentification, 2500 secondes. Donc, je peux voir ici avec un graphique en fonction du temps. Bon, oui, 2500 secondes, c'est en moyenne, mais est-ce que j'ai eu une pointe? Puis là, oui, effectivement, ici, j'ai eu une pointe, là.
qui n'était pas possible. Mais bon, c'est dans mon lab, là. Ouais, un peu, merde. Il faudrait peut-être que je raffine mon window. Mais bon, je pense que vous comprenez un peu le concept, là. Ça permet de voir les points de charge, être capable justement d'identifier est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est permanent. En moyenne, je me situe à quel endroit. Puis je pense que c'est avec ça qu'on avait pu voir qu'au collège, bon, ben, ouais, d'un point de charge sur l'heure du midi, c'était relativement élevé. Puis on avait vu que justement, ben, vous avez deux serveurs, puis qu'il n'y avait aucune authentification qui allait sur un serveur, puis tout allait à 100% sur juste un des deux. Alors, on a activé le load balancing, ça a permis d'améliorer la situation globalement. Même chose ici au niveau des HCP, donc on peut voir justement les graphiques en fonction du temps, voir, bon, c'est peut-être mon serveur, il y avait un problème, un backup, un snapshot à ce moment-là, ou quelque chose en genre. Puis même chose au niveau des DNS. Il est possible de filtrer out certains DNS. Il y a des informations peut-être que tu ne veux pas avoir au niveau des serveurs, mettons, publics, que de toute façon, tu n'as pas le contrôle, donc tu ne voudrais peut-être pas les voir au niveau du tableau de bord. Attendez un peu, j'ai une autre question ici. Hop, 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 hop. Oui, bon, ta question au niveau de Visual RF, le flash est encore sous-jacent au niveau de Visual RF. En fait, il est accessible uniquement lorsque tu utilises la vue pour gérer le filaire. Donc, il reste encore quelques morceaux qui sont encore dépendants et c'est la raison pour laquelle il y a encore une dépendance au niveau du flash. Je n'ai pas d'estimé quand ça va être complètement retiré, mais c'est la raison pour laquelle il y a encore ce recul-là. J'espère que ça répond aussi à ta question, Simon. Donc ça va pour Clarity. Les déviations au niveau du réseau, en fait, ça, c'est pour voir, dans le fond, au cours le système Airwave va toujours apprendre continuellement sur la volumétrie du réseau. Puis là, il est possible de voir, bon, est-ce que mon mercredi ressemble à tous les autres mercredis que j'ai eus dans le passé. Puis on est capable de mettre des alertes, admettons, si c'est trop haut ou trop bas par rapport à une utilisation normale. Être capable d'être proactif si, admettons, il y a un changement de comportement sur le réseau. À partir du tableau de bord, bien, on a accès justement à la documentation en ligne qui nous permet justement d'avoir quelles sont les meilleures pratiques. Pour tout déploiement Aruba Instant, il est fortement recommandé. Votre lecture de chevet devrait être le Instant Deployment Guide. Pour, dans le fond, l'utilisation adéquate de Rapid, c'est très bien documenté ici au niveau de Rapid User Guide avec quelques idées à mettre en place. Et dans le fond, toutes les best practices sont définies ici. Si vous voulez faire justement de l'interaction avec les API XML de Airwave, parce qu'il est possible de faire certaines automatisations, bon, ben, les API sont documentées ici aussi. Puis comment est-ce qu'on interagit si, mettons, vous avez un autre système de gestion de votre réseau qui est à plus haut niveau, comme par exemple IMC de HP. Bon, ben, on pourrait justement ajuster l'envoi de trappes SNMP à travers justement l'intégration au niveau du NMS. Bien entendu, il y a le license ici. C'est ici qu'on va ajouter les différentes licences. Si vous avez des licences d'évaluation, il est possible de se faire notifier à l'expiration de certaines licences. Alors, c'est tout simplement à travers ici. Il est à noter que, bon, le site pour le support des licences ici, ça a été modifié récemment. On est harmonisé maintenant avec le site de gestion de licences de Airwave. Alors, pour nos partenaires et clients, bien entendu, il est fortement recommandé d'aller s'enregistrer sur le site pour être capable de visuellement voir si les licences que vous gérez sont bel et bien transférées adéquatement, puis pour que vous en ayez plein contrôle. Au niveau des informations de l'usager, en fait, c'est lorsque vous êtes logué à travers justement votre compte, vous êtes capable justement de changer les vues et être capable justement d'ajuster comment est-ce que vous voulez que ça soit
affiché à votre écran. Bon, maintenant, si on va vraiment au niveau de Airwave, comment est structuré Airwave? Airwave est composé, dans le fond, de deux grandes notions, la notion de groupe et la notion de folder. La notion de groupe, en fait, est non hiérarchique. La notion de groupe est faite pour gérer des configurations. Donc, normalement, ce que l'on va faire, c'est un canevas de configuration pour lequel, justement, on va appliquer ça, par exemple, comme si on regarde ici sur le Instant Demo, on va appliquer le canevas de configuration qui est basé ici au niveau du Instant Config. On va l'appliquer à plusieurs clusters. Donc, j'ai 4 clusters qui sont dépendants, puis j'en ai un qui a la flèche par en haut qui est présentement connecté. Donc, j'ai 4 clusters qui utilisent la même configuration et qui sont présentement synchronisés, qui utilisent ce canevas-là de config. Chaque configuration peut être ajustée, comme par exemple, si je sélectionne, par exemple, un cluster en particulier, on voit ici que ça a modifié le statut en haut. Et là, si je retourne au niveau du menu, il va me demander si je veux travailler sur ce contrôleur virtuel-là. Et lorsque je travaille sur ce virtual controller-là, c'est à ce moment-là que je pourrais aller, par exemple, activer ou désactiver spécifiquement pour ce cluster-là un SSID. Comme par exemple, je pourrais aller ici sur Instant Public, puis là, dans le fond, regarder les paramètres avancés. Puis c'est ici que, un peu, il est... Hop, il est déjà disable, puis mon Canva par défaut est disable. Bon. Attendez un peu. Je vais essayer de vous montrer un local override. Mettons ici, Aruba Instant. Hop, hop, et voilà. Donc, si j'ai fait un local override, là, je pourrais l'enlever. Mais dans le fond, ici, j'ai un local override. J'ai changé la valeur minimale, qui est à 6 mégabits par seconde. Parce que mon Canva de base est à 12. Donc, c'est le genre de choses qui est possible de faire avec. Donc, on est capable d'avoir plusieurs contrôleurs virtuels qui héritent de la même configuration. Puis après ça, on est capable justement de faire ce qu'on appelle des local overrides, être capable de dire spécifiquement pour un contrôleur virtuel, je veux que lui, il y ait une configuration qui est divergente juste pour, admettons, tel petit paramètre. Donc, on va retrouver ça, entre autres, dans les commissions scolaires ou, par exemple, dans certaines écoles, ils n'utilisent pas les mêmes numéros de bilan. Donc, ça nous permet de spécifiquement dire, bon, ben, telle école, elle va avoir tel numéro de bilan. Mais tout ça hérité du même canevas de configuration, du même comportement global. Si je modifie la configuration de manière globale, mais ça le modifie pour tous, sauf pour le paramètre en question qui est en local override. Alors, c'est le genre de choses qui est possible de faire. Dans ce contexte d'utilisation-là, une des choses qu'il faut faire attention, c'est que nous autres, on habite au Canada, hein, bien entendu. Au niveau de Airwave, il y a un Airwave Settings ici dans Aruba Instant et il faut spécifier justement qu'on veut gérer le country code. Parce que si on utilise le Zero Touch Provisioning avec Airwave, avec un canevas de configuration comme ça, et qu'il n'a pas le country code qui est géré par Airwave, Airwave n'enverra pas dans la config l'élément du code de pays. Et vu qu'il n'envoie pas le country code, ben les radios demeurent off. Alors, ça peut être un petit peu fatigant. Tu essaies de faire ton déploiement, tout va bien, tout est en place, mais les radios ne montent pas sur le nouveau site. C'est simplement qu'il faut pousser, dans le fond, le country code. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va pour cet aspect de configuration-là. Au niveau des groupes, bon, il est possible de gérer sous la forme de canevas de configuration ou encore là, au niveau des contrôleurs. Si on regarde dans le fond, le template de configuration au niveau contrôleur, attends un peu, ouais, OK, ici, il est en controller config. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je vous ai montré avec le screen capture. Donc, il est possible de tout modifier. On a accès à tous les paramètres. Il est possible justement de régler, mettons, un override pour un point d'accès en particulier, puis modifier la config de ce point d'accès-là spécifiquement. Tout ça à travers, justement, l'interface de config.
Si on regarde, ici, j'ai une switch qui est présentement gérée. Donc, elle est présentement en mismatch. Je peux voir justement au niveau de la configuration, elle est en erreur, mais je peux voir qu'est-ce que j'avais de configuré. C'est qu'est-ce qui était désiré au niveau de ma config. Moi, je l'ai remonté récemment. Puis on peut voir justement les archives de configuration, faire une vue sur les archives de configuration. C'est le genre de petits trucs là qui est possible de faire. Ouais, j'ai un petit trouble que je n'ai pas résolu. Petit problème de communication. J'ai changé le mot de passe. Qu'est-ce que tu fais? On change pas ça des mots de passe. Ouais. Là, c'est lui par défaut. Ouais. Dans les choses qui sont possibles de faire au niveau du groupe, c'est ce qu'on appelle le Group Firmware Enforcement. C'est-à-dire, par exemple, ici, au niveau de mon lab, je pourrais aller ici, permettre, dans le fond, de faire, mettre en force un firmware, permettre le downgrade. Bon, généralement, généralement, ça ne sera pas activé, sauf dans un laboratoire. Dans mon environnement, moi, je le permets. Puis là, dans le fond, ici, j'indique quelle version je veux utiliser sur mon contrôleur virtuel. À travers l'interface de upload ici du Airwave, il est possible, dans le fond, de charger les différentes versions de firmware. Ces différentes versions-là, lorsque, par exemple, c'est des versions Aruba Instant, vous n'avez qu'à loader les fichiers. Sans être obligé de les nommer, il va détecter automatiquement que ça va être avec le protocole HTTPS, vu que c'est du Aruba Instant. Une des choses, bon, si, mettons, vous gérez des clusters qui sont hétérogènes, c'est-à-dire que vous avez des IAP 225, des IAP 205, des nouveaux 325, tout ça prend des saveurs de firmware qui sont différents. Donc, Taurus, c'est pour, par exemple, les AP 205, Centaurus, c'est pour les 225. À travers l'interface de Airwave, lorsqu'on va faire le Group Firmware Enforcement, automatiquement, il va détecter quel est le type de firmware qui doit être poussé pour chaque modèle d'AP. Et automatiquement, il va faire la mise à jour correctement. Bon, pour un environnement avec contrôleur, mais là, on met juste, dans le fond, la version du firmware de contrôleur. Même chose aussi pour les switches, on met la version qu'on a besoin. Puis là, on va l'appliquer, tout simplement. Donc, à travers Airwave, quand on a des clusters hétérogènes, il est fortement recommandé d'utiliser une console de gestion, soit Airwave ou Aruba Central, pour être capable de pousser correctement les firmwares. C'est beaucoup plus simple de cette manière-là. Donc ça fait dans le fond le tour pour ce qui est du groupe. Pour ce qui est du groupe, je vous dirais, une des choses que je fais personnellement, c'est je modifie dans le fond la vue ici pour avoir ce qu'on appelle une vue avancée pour être capable de voir, oui, le statut up ou down, mais avoir le numéro de version puis avoir le uptime. Parce qu'avec le uptime, ça me permet, non, parce que souvent, bon, oui, tu as up-down, mais up-down, ça ne dit pas si le point d'accès vient tout juste de redémarrer ou pas. Ça permet justement de faire une surveillance pour voir est-ce que le point d'accès a redémarré à travers le cluster, si l'environnement se comporte un peu comme un arbre de Noël, par exemple. Un des événements qui était arrivé par le passé, puis ça nous a aidé à mieux comprendre l'environnement, c'était, entre autres, le petit groupe ici. Hop. En fait, l'environnement ici était particulièrement peu stable. Puis là, ben, vous remarquez, là, tout est à la même heure, ça a tout redémarré. C'est stable depuis plusieurs jours. Je les ai passés à la version plus récente. En fait, ici, cette PME-là que j'avais dépannée, la problématique était que, puis on l'a su vraiment sur le tard, c'est que la switch sur laquelle les points d'accès étaient branchés, elle se faisait feeder en PoE sur le port de Uplink. Parce que, bon, c'est une petite PME, ça fait que il y avait une core switch, entre guillemets, une switch qui faisait du PoE, mais qui était la principale pour la compagnie, sur laquelle tu avais tous les téléphones pour la voix sur IP. Puis, en arrière de cette switch-là, on avait mis une nouvelle switch pour les points d'accès. Puis, le port de Uplink était branché, dans le fond, d'une switch à l'autre, mais c'était un port régulier.
Puis l'algorithme de détection de la première switch pour déceler s'il devait feeder en PoE ou pas n'était pas conforme à la norme, ce qui fait qu'il injectait du PoE sur un port de switch qui était supposé ne pas recevoir de PoE. Puis là, bien entendu, ça a créé des problèmes de ground qui était flottant, ça a pété le PoE, ça a switch. Puis là, ben, l'ensemble des AP se comportait comme un arbre de Noël. Là. Ça allumait, ça descendait, c'était pas stable, pas pantoute. Puis dans le fond, on a découvert ça en mettant un Mobility Access Switch de Aruba. Puis dès qu'on l'a mis en place, puis qu'il nous a rapporté, la première alerte qu'il a rapporté, c'est que, hey, il y a du PoE qui arrive sur un port qui n'est pas supposé recevoir de PoE. Fait que ça a pris. Mais depuis, tout est stable. Là, c'est une des choses qui permet d'être faite, là, de surveiller justement l'état du redémarrage des points d'accès, en ajoutant ça à la vue qu'on aurait normalement. Dans les dispositifs ici, donc c'est les points d'accès, ça, les dispositifs peuvent être gérés sous la forme hiérarchique. Donc, on va créer dans le fond des sous-folders. Par défaut, on va avoir un folder pour les points d'accès, mais dans le fond, on est capable de créer une hiérarchie. C'est là où, par exemple, on pourrait créer, par exemple, pour une commission scolaire, on va créer une hiérarchie école secondaire, école primaire, école de formation professionnelle. Puis en dessous de ça, on va mettre chacune des écoles. Donc, toutes les écoles utilisent le même canevas de configuration, le même groupe, mais en contrepartie, on va être capable de créer une classification en fonction des folders. Puis avec les folders, mais ça va nous permettre par la suite de générer des rapports, admettons, pour telle école secondaire ou pour telle succursale. Donc, spécifiquement avec les folders, ça nous permet de raffiner. Puis dans un folder, bien, on pourrait mettre, par exemple, la switch de ce site-là. On peut mettre le contrôleur de ce site-là. On peut mettre les AP de ce site-là, de manière à avoir un rapport ou une vue qui est consolidée, filaire et sans fil, dans le même folder. Donc, c'est la notion ici. Groupe, c'est pour gérer des configs. Folder, c'est pour visuellement créer des rapports ou être capable d'avoir une vue consolidée, mais spécifique à cet endroit-là. C'est là où on peut aller, justement, mettons, TechFI ici. Puis là, dans le fond, j'ai les mêmes statistiques de nombre de dispositifs clients, d'usage, etc. Puis là, ben, je peux voir justement la variation du client help, puis voir justement la fluctuation ici. Par la suite, si je vais sur le prochain onglet, ben là, j'ai les dispositifs clients. Les dispositifs clients, on les voit, la variation du nombre de dispositifs connectés. Puis c'est là, ici, où j'ai ajouté des Watch Clients. En fait, pour ajouter un client au niveau du Watched, c'est ici dans le Client Detail. Dans le Client Detail, je peux justement, tout simplement une sélection ici, Yes, No pour Watch Client. Et lorsque justement je l'active, c'est ce qui me permet de le voir au niveau global dans mon tableau, mon sommaire général. Là, ça me permet de voir les détails de c'est quoi les SSID qui sont actifs, les types de dispositifs, etc. Au niveau des dispositifs connectés, je peux justement forer, admettons, sur un dispositif en particulier. Hop, 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 peut-être un peu. On va essayer d'en prendre un. Je saute pas de parachute, là. J'en prends un au hasard. Et là, ça me permet d'avoir la ligne de connectivité de ce dispositif-là avec justement les variations, souvent le dispositif dans ce cas-ci. Quand on a des césures, c'est le dispositif qui est tombé en mode de veille. Puis on a dans le fond la localisation approximative du dispositif sur le plan d'étage. Si par exemple je fais, vous aviez, admettons qu'il y a une personne qui appelle et qui a un problème de connectivité, on va faire par exemple une recherche. On pourrait faire une recherche, admettons, P égalant. Hop. Alors avec P égalant, je peux voir quelles étaient mes associations. Donc, présentement, je suis tout en italique parce que je ne suis pas connecté dans mon laboratoire, je suis ici au bureau. Alors, c'est pour ça que tout apparaît en italique.
mais je pourrais voir justement, j'ai 2 postes Windows 7 ainsi que justement mon téléphone Android. Si je clique sur mon téléphone Android, donc je n'ai pas eu besoin de me rappeler ou de demander à la personne quelle était son adresse MAC ou quelle était son adresse IP. Et là, à ce moment-là, je peux avoir l'historique de connexion, puis je peux être capable d'entamer un certain diagnostic. Ici, on voit justement les match events. Donc ça, c'est quand Client Match a effectué justement des actions. Donc on voit justement qu'il a fait du band steering. Lorsqu'il y a un crochet vert, ça veut dire que la mécanique de Client Match a bien fonctionné à ce moment-là. Donc, normalement, la personne n'a pas eu de problème, puis ça a optimisé la connexion. OK, si c'est en polling avec SNMP, la fréquence de polling est normalement aux 5 minutes. Tandis que si on utilise du AMON, c'est plus en mode événementiel. Donc, quand il y a un changement, c'est là où c'est que ça va être envoyé directement au niveau à Airwave. Donc, généralement, lorsque AMON est activé, on a un statut qui est beaucoup plus proche de la réalité. Je ne te dirais pas que c'est temps réel, mais tu vas peut-être avoir un offset d'à peu près 1 minute maximum, normalement. Puis, on voit les différents appels de voix. Donc, il est possible de forer sur chacun des appels, d'avoir justement, est-ce que ça s'est bien passé avec mon téléphone, puis sur quel AP j'ai fait l'appel. Le Clarity, donc toutes les informations sur la session de mon dispositif client avec justement le statut pour mon téléphone. Donc, c'est moins pire un peu avec mon téléphone. Je ne me ramasse pas avec des 70 secondes. Mais bon, c'est quand même pas 5 secondes. Puis, on a justement l'historique d'association. Les Rogue Association, donc on voit justement sur quel SSID, donc sur Instant Test, donc j'avais fait des tests. Donc, on voit que je n'étais pas connecté sur l'infrastructure, j'étais ailleurs. Puis les différents événements liés à ce dispositif-là. Si je fais, par exemple, une recherche pour un dispositif qui est présentement connecté, on va essayer, par exemple, encore une fois avec la loupe. Hop. Je pourrais tout simplement regarder Martin. Hop. Puis là, justement, je vois, bon, il y a différents Martins dans mon environnement. Bon, par exemple, le iPhone de Martin est présentement connecté. Donc, je pourrais aller ici, hop, avoir son diagnostic, puis j'ai l'évolution justement du dispositif de Martin avec son AppRF, donc il fait du Office 365 présentement, principalement. Donc, je vais tout de suite sauter à VisualRF. Puis, dans le fond, faire une petite démo de VisualRF. Hop. Ouais. Donc, je charge, dans le fond, le plan d'étage. Et là, dans le fond, j'ai mon diagramme de couverture. Je vois les différents dispositifs qui sont connectés. Je pourrais sélectionner un dispositif en particulier, faire, admettons, un replay pour savoir à quel endroit il était localisé dans le passé. Être capable justement de revenir dans le temps puis savoir, bon, ben, est-ce que s'il était à proximité, admettons, du point d'accès qui était ici, mais puis que cet AP-là est en rouge puis qu'il est down, mais ça pourrait expliquer, mettons, le problème de connectivité. C'est le genre de truc ici. Puis dans le fond, ici, j'avais chargé le cabinet. Puis lorsqu'on passe avec le cabinet au niveau des wired connections, on voit que ça démarre une autre connexion. Puis on voit que ouais, c'est ça ici, le plugin. Hop, il faut que je fasse un allow and remember. Et voilà. Ouais, j'ai peut-être pas mis à jour mon flash. OK, et voilà. Puis là, ça l'est, ça, le plugin de flash avec le wiring closet qui est encore en flash. C'est le fameux truc qui est encore là. Donc, si on revient justement au plan d'étage, une des choses qui est possible de visuellement voir, c'est, tout à l'heure, je vous parlais justement du channel. Donc, si par exemple, je regarde l'état de l'interférence co-canal dans le 2.4 GHz, je peux voir justement que j'ai le channel 11 qui est présentement utilisé par l'AP7 et l'AP9. Donc, je vois que cette zone-là
est sujette à de l'interférence co-canal. Bien entendu, le contrôleur virtuel Aruba s'organise pour servir de chef d'orchestre, pour alterner l'envoi des trames, pour minimiser les problèmes d'interférence co-canal. Mais l'idéal, ce serait d'éviter qu'il y ait de l'interférence co-canal. Et c'est là où on pourrait dire, bon, ben, je shut down, admettons, une radio du canal 2.4 GHz. Bon, dans ce cas-ci, vu que la voix sur IP, ils la font toutes dans le 5 GHz, c'est plus ou moins important, puis que le volume de trafic est pas très élevé, alors c'est plus ou moins important aussi. On peut faire le même exercice ici aussi dans le 5 GHz, voir par exemple canal 149-153, donc c'est un canal bundlé. Il est utilisé par l'AP5, l'AP11. Donc, on voit que les AP, il y a un chevauchement de couverture pour cette zone-là. Même chose ici, là, en plus en rose. On voit que j'ai 3 AP qui utilisent cette bande de fréquence. Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est oui, j'ai de l'interférence co-canal, mais si on regarde ici, hop, le channel utilization, dans, par exemple, le 5 GHz, c'est 0 à 4 %. Ils font un peu de voix sur IP, mais presque rien. Alors, la pertinence de stresser pour l'interférence co-canal dans ce contexte-là, pas super important. Par contre, par exemple, on a fait cet exercice-là à l'ETS. On a regardé justement le pourcentage d'utilisation au niveau RF. Puis là, bien entendu, dans les laboratoires, c'était très élevé. Très, très, très élevé. On était dans l'ordre du plus de 80 % d'utilisation des canaux. Puis c'est là qu'on a décidé justement d'ajouter des canaux dans le 5 GHz, d'ajouter le UNI2 pour combler le fait que, bon, il y avait trop d'overlap, parce qu'on avait fait les deux cartes. On avait un channel utilization qui était très élevé, puis on avait en même temps au niveau de la vue ici des canaux, ben, on avait énormément d'overlap. Alors, le fait d'augmenter le nombre de canaux, ça a permis de répartir le workload et d'être capable justement d'avoir une carte qui était très proche d'être blanche au complet. On a ajusté aussi les puissances au niveau du 5 GHz et ça a permis d'avoir dans le fond une carte qui était très proche d'être blanche. Et là, ça a permis dans le fond de nous prouver que les actions qu'on a faites, de réintroduire les canaux, même si c'est dans le DFS, ben, ça a amélioré la situation. Non, c'est vraiment à travers Airwave qu'on est capable de visuellement voir le... Ça serait difficilement visualisable. Et pour faire ce genre de travail-là, normalement, il faut que tu prennes, pour visuellement voir les interférences comme ça co-canal, normalement, ça prend un outil spécialisé comme, mettons, Ekahau. Et là, tu te promènes sur place avec un dispositif client qui, lui, va te montrer sur la carte que, justement, tu as deux points d'accès qui opèrent sur le même canal puis qui vont causer de l'interférence co-canal. Ça fait que normalement, c'est sous la forme d'un dispositif client que tu vas faire un relevé de site, puis là, tu vas pouvoir le voir visuellement. L'avantage du côté Airwave, ben, c'est sûr que Airwave ne te donne pas la perception du dispositif client, c'est comment les AP se perçoivent entre eux. Alors, c'est pas tout à fait exact du point de vue client, mais disons que c'est une approximation qui vaut la peine d'au moins utiliser, qui permet, dans le fond, d'avoir un statut live. Tandis que si, mettons, tu fais un site survey, oui, tu vas avoir une donnée qui est plus précise, mais c'est une photo à un moment donné dans le temps. C'est pas continuellement à réévaluer. Alors, l'un pour l'autre, je te dirais, une première approche, ça serait d'optimiser ça du côté Airwave avec cette vue. Donc, ça, c'est du côté Visual RF. Des questions jusque-là? Ça va pour le Visual RF. Au niveau système, dans le fond, ça, c'est toute la configuration, justement, de Airwave lui-même. Donc, vous avez les logs, les statuts internes de Airwave. Le Airwave peut servir, justement, de syslog et de trap receiver. Vous permet, dans le fond, de filtrer en fonction du type de dispositif ou le type d'événement.
puis de retrouver dans le fond les événements. Donc, si, mettons, vous avez un point d'accès qui a redémarré, généralement, il va vous envoyer une notification au moment du redémarrage ou une information qui peut être précédant le redémarrage. Et à ce moment-là, vous allez être capable de retrouver peut-être les raisons qui expliquent pourquoi c'est arrivé. Donc, haut taux d'interférence ou des choses comme ça. Donc, tout ça va être logué dans les trappes qui sont reçues par Airwave. Le Event Log ici, dans le fond, ça, c'est le log interne. Ça vous permet de savoir les dispositifs, qu'est-ce qui est rapporté. Les triggers, c'est ce qu'on s'est parlé tout à l'heure. Donc, être capable justement d'envoyer un courriel, par exemple, lorsque j'ai un device qui est down. Donc, device down, on peut limiter justement le nombre d'événements. Donc, il faut que l'événement soit dur, admettons, 5 minutes. Puis on va avoir juste une notification aux 5 minutes. Ça peut être toutes les conditions ou juste n'importe quelle de ces conditions-là pour laquelle, justement, c'est un point d'accès ou un contrôleur qui est down pendant 5 minutes. Puis là, on se l'envoie par courriel, par exemple. Donc, c'est le genre de truc qui est possible de mettre en place. Les alertes, dans le fond, c'est un log sur les différents trucs. On peut acknowledger les différentes alertes. Les backups, donc ça, c'est les backups internes de Airwave. Donc, Airwave se backup lui-même à tous les soirs. Si vous avez une problématique au niveau de mise à jour, c'est déjà arrivé par le passé, le fait de restaurer le backup peut permettre justement de ramener la situation correctement. Et on peut regarder justement les tâches qui sont cédulées au niveau des changements de configuration. Donc, présentement, j'en ai pas. Généralement, personnellement, vu que c'est un laboratoire, je le fais de manière instantanée. Bon, il est possible de le céduler. Une des choses qui est à noter, c'est que par défaut, Airwave s'installe avec le time zone du Pacifique, vu que ça a été développé par des gens en Californie. Le hic là-dedans, c'est que même si on ajuste le time zone au niveau de Airwave, il y a une clock hardware interne dans le système d'exploitation qui, même si c'est virtuel, dans un environnement VMware, bon, ben, cette clock hardware-là nécessite d'être resynchronisée à la bonne heure et au bon time zone. Alors, généralement, pour nous qui sommes dans le time zone de l'Est, ben, il va falloir faire une petite commande, je pense que c'est un HW clock, puis là, il faut que tu fasses moins 6 to HC ou HW, je ne me rappelle plus, pour resynchroniser le hardware clock à la clock qui est actuellement en cours. Puis là, à ce moment-là, tes tâches cédulées vont être exécutées à la bonne heure et non pas avec un delta de 3 heures. Ce qui peut être fâcheux quand tu prévois une fenêtre de maintenance pour certains changements ou pour exécuter, mettons, un firmware upgrade puis que ça ne s'applique pas à la bonne heure. Alors, généralement, c'est ce petit détail-là qu'il faut faire. Donc, c'est la même chose ici au niveau des firmware upgrade jobs. Donc, il est possible de céduler les firmware upgrades. Et une des choses qu'il faut regarder, c'est la performance de notre serveur. Regarder justement, essayer d'éviter autant que possible qu'il y ait du swapping. Donc, il faut dimensionner la taille de la mémoire de manière adéquate pour éviter justement qu'il utilise le swap. Puis, il faut surveiller l'espace disque. Il est possible d'ajuster justement des triggers qu'on a vus précédemment pour s'en faire envoyer des alertes lorsque justement Airwave est, mettons, à 80 ou 90% d'utilisation du disque. Parce qu'à ce moment-là, il faut faire une consolidation, il faut planifier un downtime pour augmenter le stockage de Airwave. Hop. Et au niveau des devices setup, donc il est possible d'ajuster tout l'aspect de la découverte pour faire les scans de réseau et la découverte. Idéalement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajuster la communication. Donc, il est possible de pré-régler les noms d'usagers, mots de passe pour les accès SSH Telnet pour chaque type de dispositif, ainsi que les community strings au niveau SNMP. Et comme ça, lorsque la découverte va être effectuée, automatiquement, on va être capable de récupérer l'information, puis de se connecter sur les dispositifs, puis d'aller les classer adéquatement dans Airwave.
Sinon, il est possible d'ajouter manuellement un dispositif. Donc, on va tout simplement chercher, par exemple, une switch brocade. On ajoute la switch brocade manuellement. On va spécifier, le nom va être découvert automatiquement par le fetch SNMP et on spécifie l'adresse IP, le community string, puis automatiquement, on va le mettre dans un folder, mettons, prévu à cette fin-là pour les switches. Idéalement, on ne veut pas mélanger les types de dispositifs. Bien entendu, les groupes sont non hiérarchiques et gèrent des configs, donc on ne voudrait pas les mélanger. Donc, on va se créer un groupe spécifique pour ce type de dispositif-là. Puis là, après ça, on l'ajoute à quelque part dans la hiérarchie, là où ça fait du sens. Oh, et voilà. Donc, ça, c'était pour le Discover. Il est possible, dans le fond, de préparer. Tout à l'heure, je suis passé rapidement, mais de préparer justement les mises à jour de firmware à travers ça. Il est possible aussi de gérer les certificats. On sait bien entendu que maintenant, le certificat securelogin.arubanetworks.com est maintenant révoqué parce qu'il n'est plus autorisé de déployer un certificat signé publiquement at large par plein de dispositifs. Donc, ça a été révoqué. Alors, à travers l'interface de Airwave, il est possible, par exemple, de pousser un certificat qui serait Captive Portal Login, par exemple, sur tous mes clusters Aruba Instant, qui permettrait, dans le fond, de simplifier le déploiement de mon certificat et de résoudre la problématique pour le portail captif, par exemple, de faire en sorte que, justement, j'aille plus le pop-up de sécurité, puis que ça soit correct pour l'environnement. Même chose pour l'autorité de certification. Bon, une des choses qu'il faut faire attention, au niveau Aruba Instant, il faut absolument que les certificats soient en format PEM. Tandis que, par exemple, si c'est pour un contrôleur de mobilité, mais je pourrais utiliser un certificat en format PKCS12, qui est tout bundlé au complet avec la clé de sécurité. Donc, c'est la nuance ici. Le format PEM, pour Aruba Instant, il faut dans le fond que la clé privée soit chaînée dans le même fichier. Puis la clé privée doit nécessairement avoir un mot de passe. Puis il va falloir spécifier le mot de passe. Donc, si on va voir ici au niveau du groupe, ce que j'ai fait ici, hop, dans le fond, j'ai spécifié ici le CA Cert, puis le Captive Portal Cert. Puis dans le fond, quand on a ajouté le portail captif, le certificat de portail captif, il y avait le password qu'il fallait spécifier. Dans le fond, c'est comme le menu qu'il y a directement sur Aruba Instant. C'est quoi ça? Continue, menu, allow and remember. Oui, et voilà. Bon. Oups. Et voilà. Good. Donc ça, c'était pour Device Setup, puis au niveau des certificats. Ah, merci Simon, tu as mis le hardware clock avec la commande. C'est super gentil, tu l'as partagé sur le chat window. C'est super gentil. Donc ça, c'était pour les certificats. Le M-Setup, c'est là où on va justement ajuster les diverses informations pour la configuration de Airwave. Une des choses qui peut être intéressante, c'est au niveau du Aruba Instant. Par exemple, mon serveur ici, je l'ai configuré avec un véritable certificat. Bon, vous avez sûrement noté pour ceux qui gèrent avec Aruba Instant que lorsqu'on joint un cluster à Airwave, il faut spécifier la clé secrète. La clé secrète étant stockée dans le premier cluster qui s'est joint à un groupe. Dans cette optique-là, si, mettons, on crée des groupes avec des canevas de configuration, puis qu'on voudrait faire en sorte qu'un AP se joigne sans qu'il y ait eu auparavant un premier point d'accès qui s'est joint avec la clé secrète en question. Bon, ben là, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. D'où la raison d'utiliser une authentification par certificat. Avec l'authentification par certificat, ben là, ce type de déploiement-là va être fonctionnel. Toutefois, mais pour ça, il faut charger le certificat dans Airwave. Puis Airwave est un processus web. C'est comme un serveur Apache. Alors, il faut mettre le certificat, bien entendu, sous la forme PEM.
Et là, il faut mettre la clé privée en premier, la clé privée qui doit être déchiffrée. Donc, il faut prendre OpenSSL, la désencoder pour être capable de la chaîner. Il faut mettre le certificat ensuite, le certificat public. Après ça, il faut mettre l'autorité intermédiaire, puis après ça, il faut mettre l'autorité le routier. Donc, il faut composer le fichier PEM au complet avec la chaîne complète, incluant le certificat, incluant la clé privée, mais déchiffrée, pour être capable d'utiliser ça dans ce mode-là. Et bon, dans les différents trucs, bon, on peut changer la manière dont on veut l'affichage par défaut. À travers cette configuration-là, il est possible de faire l'ajustement des données historiques. Donc, par défaut, il y a beaucoup de choses qui sont stockées pendant 14 jours. Si on est restreint au niveau du stockage, peut-être qu'on veut réduire la durée de conservation des rapports qui sont automatiquement générés. Donc, ça revient un petit peu à ça ici. Une des choses qu'il faut regarder, le nombre de monitoring process, dépendamment du nombre de dispositifs et du nombre de cœurs que vous avez, il est possible qu'Airwave vous suggère d'augmenter cette valeur-là. En fait, ce qu'on va aller voir, c'est au niveau système, dans performance, système performance, il est fort possible, dépendamment de la capacité de Airwave, qu'il y ait une notification en rouge au début de la page ici qui va vous dire à combien vous devez ajuster pour modifier, dans le fond, ou optimiser la configuration de votre Airwave. Bien entendu, vous pouvez définir les usagers qui ont le droit de se connecter avec les mots de passe, leur rôle, qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir sur la plateforme. Il est possible d'utiliser un serveur d'authentification externe, TACAX, Radius ou LDAP pour être capable de se connecter sur la plateforme Airwave. Donc, lorsqu'on utilise du LDAP, il faut définir dans le fond le bind DN, puis quel est l'attribut qu'on veut regarder pour autoriser la connexion en gestion. Bon, Radius Accounting, on va passer outre les trucs, puis rester dans le fond l'aspect de Rapids. Dans le fond, l'élément clé, c'est au niveau des règles qu'on va mettre au niveau de Rapids pour définir, dans le fond, par exemple, une nouvelle classification et éviter, dans le fond, d'être submergé par les alertes. Donc, on pourrait définir, par exemple, un rogue à 10 sur 10 de classification. Je le mets enablé, je le détecte sur le wireless LAN, je le détecte, mettons, sur le wired LAN. J'ajoute, par exemple, un signal strength, qui serait, par exemple, jusqu'à moins 75 dBm. Puis, j'ajoute un nombre de AP pour dire qu'au moins, ça me prend 3 AP qui détectent le point d'accès. Ce qui fait en sorte que, avec une règle comme ça, je vais classer, dans le fond, en tant que véritable rogue, un point d'accès que j'ai détecté filaire et sans fil, avec au moins 3 points d'accès, avec au moins un niveau de signal de moins 75 dBm. Donc, la probabilité qu'il soit à l'intérieur de mon bureau est très, 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 très forte. Et là, j'ajoute cette règle-là. Please. Ah, oui, OK, je ne l'ai pas nommé. OK. Real rogue. Mettons. Et là, j'ajoute cette règle-là. Et là, bien entendu, je la mets au tout début. Hop. Et voilà. Save and apply. Et là, c'est ma nouvelle règle de classification. Et là, toute nouvelle détection de rogue, quand je vais vraiment avoir une classification rogue, c'est parce qu'il a passé à travers cette règle-là en premier. Ça permet de filtrer et de ne pas classer inutilement des éléments. Donc, c'est un des exemples. C'est le plus répandu, si je dirais. OK, Simon me pose la question, quelle est la stratégie de backup d'Airwave en tant que telle? Dépendamment des environnements, on peut soit se fier au backup qui est intégré, qui est pris directement sur Airwave. Il est possible aussi de le pousser à l'extérieur pour son propre backup interne.
mais beaucoup d'organisations vont plutôt utiliser les outils VMware parce que c'est harmonisé dans son environnement, puis vont faire dans le fond un VMware Snapshot. Bien entendu, quand il est en cours d'exécution, vu que c'est un engin de base de données très intense, il est possible que le snapshot dure très longtemps. Certaines organisations vont faire, mettons, amp down, amp down, en tout cas une commande automatisée pour amp disable puis amp enable, avant de, dans le fond, faire le snapshot pour que justement ça réduise la pression sur le airwave pendant la fenêtre de maintenance, font le snapshot puis le ramènent. Oui, effectivement. Bon, Simon, tu as entièrement raison, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, OK, oui. Avec le NFS, effectivement, si tu l'output, le VMware Backup, qui est pris à même la plateforme, en faisant un cron task sur la plateforme pour l'envoyer directement sur le serveur externe. Oui, ça peut être fait et intégré directement. Je vais juste réviser le chat window, voir s'il y avait d'autres questions. Pour moi, ça compléterait la démo. Je crois vous avoir conservé un petit peu plus de temps que prévu. Et voilà. Oui, je pense que ça fait le tour de l'ensemble des questions. Le mount point. Simon, peux-tu détailler ta question concernant le mount point? Paul? Hello? Paul? En fait, je ne t'entends pas, Simon. Paul? Allô? Ben, Simon, je vais te... Oui, c'est ça, l'audio ne semble pas fonctionner. Moi, je ne t'entends pas du tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser peut-être offline après coup. Je vais enregistrer, partager la présentation PowerPoint et terminer l'enregistrement et partager le tout comme la dernière fois. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée puis à une prochaine formation.